Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette seconde journée de l'Actuarial Week. Euh, Cette seconde journée sera consacrée à l'assurance IARD. Voici donc le déroulé. On va tout d'abord vous introduire qu'est-ce que l'assurance IARD. Puis sera faite une présentation de chaque intervenant, avec notamment leur parcours académique et leur parcours professionnel. Et enfin, aura lieu une session de questions-réponses. Pendant la présentation des intervenants, vous pourrez dès à présent mettre vos questions dans le chat et des questions qui viennent à l'esprit, on y répondra à la fin. Donc, je vais laisser Madame Anne-Charlotte Bongard faire l'introduction. Bonjour à tous. Alors, j'ai quelques minutes pour vous introduire l'IARD, pour laisser un peu plus de place à la présentation des différents intervenants et puis surtout répondre à vos questions. Déjà, pour commencer, pourquoi IARD? Cet acronyme, en fait, un peu bizarre, tout simplement pour incendie, accident et risques divers. Donc, c'est voilà, pour poser un petit peu où on se place. Quel est l'objectif de l'assurance IARD? Ça va être de couvrir les biens de l'assuré ou ses responsabilités. Et donc, souvent, en fait, on oppose l'assurance IARD à l'assurance de personnes, à l'assurance vie. Si vous allez sur le site de la Fédération française de l'assurance, par exemple, on va opposer l'assurance de personnes à l'assurance de biens et de responsabilités. À qui s'adresse l'assurance IARD? Alors, ça va couvrir aussi bien les particuliers que les professionnels. Ce point va être assez important, intéressant, parce que quand on va parler d'assurance auto, est-ce qu'on parle de l'assurance auto du particulier ou est-ce qu'on va parler de flotte auto pour des professionnels? Idem, quand on va parler d'assurance habitation, est-ce que c'est votre propre logement en tant que particulier ou est-ce que c'est des immeubles? Est-ce que voilà, vous adressez en fait à des professionnels? Et ainsi de suite. Certaines assurances en fait IRD vont être uniquement à usage de professionnels et puis d'autres à usage de particuliers. Quelques petits exemples en fait d'assurance IRD. Je viens de le citer un petit peu. Le classique auquel on pense spontanément, ça va être l'assurance auto, l'assurance habitation. J'ai mis l'assurance multirisque professionnelle. J'ai mis l'assurance perte d'exploitation parce qu'on en a beaucoup parlé en 2020, notamment avec les fermetures des restaurants, différentes boutiques. Elle était sous le feu des projecteurs voilà, l'année dernière et puis elle l'est encore un petit peu. Ça n'a pas permis de faire bonne presse pour l'assurance. Il y a d'autres assurances aussi, tout ce qui est assurance moto, scooter, téléphone, assurance scolaire, et puis des assurances spécifiques comme l'assurance agricole, l'assurance transport, l'assurance caution, etc. Je mets des etc., tout ce qui est protection juridique. Enfin, la liste en fait est assez longue de toutes les assurances que couvre l'IARD. Et c'est ce qui va finalement impliquer qu'il va y avoir en assurance IRD particulièrement en fait un besoin de beaucoup d'expertise et notamment pour tout ce qui est souscription de produits d'assurance. Il va falloir vraiment des experts quand vous faites de l'assurance aviation. Il faut un certain niveau d'expertise en fait pour discuter avec les experts. Voilà, donc ça va être quand même très, très varié. L'assurance agricole, ça implique quand même de bien connaître aussi son sujet. Juste pour vous resituer un petit peu, donc je n'ai pas trouvé les chiffres 2020, c'est encore un petit peu trop tôt. Donc je suis allée tout simplement sur le site de la Fédération française de l'assurance pour voilà, juste vous donner quelques petits chiffres. Je trouvais ça intéressant de voir à peu près la répartition en fait des cotisations d'assurance du marché français en 2019. Donc, on est sur un total de presque 228 milliards d'euros, qui est pris à peu près, près de 75% des trois quarts en fait pour l'assurance de personnes et 25% pour l'assurance de biens et de responsabilité. Et parmi ces 25%, vous voyez un petit peu la répartition. Donc, on a quand même 10% qui est pris par tout ce qui est automobile. Donc, là, on regroupe en fait particuliers professionnels. On est plutôt par ligne de business en fait que par produit. C'est aussi une petite complexité. Voilà, j'en parlerai juste après.
L'assurance de personnes, forcément, on va avoir des cotisations qui vont être plus élevées. Je veux bien la slide juste avant, si possible. Donc, forcément, des volumes de cotisations qui sont plus élevés. Mais on voit la diversité, en fait, de cette partie IRD. On touche du doigt, en fait, avec ce petit graphe, la complexité derrière. Ma dernière petite slide. J'ai voulu faire un petit focus parce qu'ici, on est dans l'Actuarial Week. Et donc, le point de vue de l'actuaire, en fait, sur cette assurance IRD, qu'est-ce que ça implique finalement? J'ai mis que 3 points parce que je voulais quand même être assez synthétique et puis on aura l'occasion d'y revenir lors des interventions plus en détail. Et puis, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions. C'est surtout qu'en fait, il y a une grande diversité de produits, de garanties et de risques couverts. Donc, ça veut dire que quand on parle d'un produit, par exemple, une assurance habitation, ce n'est pas juste un produit, c'est un ensemble de garanties qui vont couvrir du dommage pour votre bien, mais le dommage, ça peut être du bris de glace, comme ça peut être de l'incendie, enfin, ce sont des dommages qui n'ont absolument rien à voir, enfin, dégâts des eaux, des choses qui n'ont rien à voir. Et puis, ça va vous couvrir aussi votre responsabilité civile. Donc, en fait, et puis éventuellement de la protection juridique, éventuellement de l'assistance, éventuellement quelques garanties annexes. Donc, en fait, on va avoir une diversité au sein d'un même produit de garanties qui vont pas du tout avoir la même ni fréquence, ni potentielle sévérité. Quand on a assurance habitation, il y a la partie catastrophe naturelle aussi qui va être intégrée. Donc, on touche du doigt en fait un petit peu des garanties, soit à forte fréquence mais à faible sévérité, soit à très faible fréquence mais alors à très très forte sévérité. Donc, en fait, une complexité un petit peu de la structuration de produits. On va raisonner un petit peu plutôt par type de risque. L'avantage en fait de cette assurance IRD, c'est qu'on a d'importants volumes de données disponibles. On est plutôt sur du risque court en général. On est plutôt sur des fréquences assez élevées, en tout cas pour certains types de produits comme l'auto et l'habitation. Et donc très rapidement, en fait, vous pouvez avoir un ou plusieurs accidents. Je ne vous le souhaite pas évidemment, mais enfin dans une même année. Et donc assez rapidement, en fait, on peut faire des tests sur des nouveaux produits. On peut tester rapidement des nouveaux tarifs. Et puis, on a ces données disponibles en fait, pour faire surtout beaucoup de statistiques, de pouvoir mettre en place en fait, des lois derrière pour pouvoir reproduire et modéliser les risques de façon très fine. Et puis, le dernier point que je voulais mentionner, c'est que c'est un secteur qui est très sensible en fait, aux évolutions technologiques et à l'innovation. C'est là où c'est extrêmement intéressant. C'est que toute la partie objets connectés, notamment pour son habitation, les boîtiers auto, mais il y a énormément d'évolutions toutes ces dernières années et puis ce principe de risque court en IRD qui permet de faire beaucoup de tests assez rapidement et donc de permettre en fait, les assureurs à IRD font beaucoup de partenariats avec des startups et donc peuvent essayer de faire évoluer leurs produits avec l'aide des actuaires sur cette partie de produits IRD, ce qui permet aussi, et on y reviendra juste après, d'avoir un peu plus de latitude pour développer toute la partie data science. Voilà, c'était une petit overview rapide de la partie IRD. Je ne voulais pas non plus trop m'étendre pour qu'on puisse, dans le cadre des réponses aux questions, et puis voilà, vous en parler plus en détail. Et puis, vous avez certainement eu des présentations de votre côté lors de vos formations. D'accord. Merci pour l'introduction. Et donc, du coup, je vais te laisser quand même te présenter. Oui, je démarre. Donc, moi, je m'appelle Anne-Charlotte Bongard. J'ai monté ma propre structure qui s'appelle ETIM, mais je vais du coup vous présenter peut-être un peu plus mon parcours. Donc, moi, je suis arrivée pour faire des mathématiques à l'université Paris-Dauphine. J'ai passé ma 4e année en échange au Canada et c'est là que j'ai découvert l'actuariat, qui était beaucoup plus répandu et connu au Québec à ce moment-là qu'en France. C'est encore très très connu en France, mais bon, ça, depuis ces années, ça fait quand même ça s'est développé. Comme
quand je suis revenue en France, il n'y avait pas de formation actuariat à l'Université Paris-Dauphine, donc j'ai fait un master mathématiques de décision. Et puis la formation d'actuariat s'est ouverte, et comme j'avais découvert l'actuariat au Canada, et je trouvais que c'était une façon extrêmement concrète de pouvoir appliquer tout ce que j'avais pu apprendre pendant toutes ces années universitaires. Je me suis dit que c'était assez intéressant. J'ai fait cette formation, enfin ce master d'actuariat, et j'ai commencé tout de suite à travailler dans le conseil. Donc j'étais dans un tout petit cabinet dès la fin de mes études, qui était un cabinet de conseil à la fois pour les entreprises et pour les assureurs. Donc j'ai fait autant des engagements sociaux, tout ce qui est benefits, compensation and benefits, et puis de l'assurance vie, retraite, prévoyance. J'ai rejoint en 2005 le cabinet Actuaris, qui s'appelle aujourd'hui Adactis. À l'époque, en fait, on était très peu nombreux. Il y avait 6 personnes à Paris, un petit peu plus à Lyon. Aujourd'hui, à Paris, ils sont 80, donc ça s'est beaucoup développé. À ce moment-là, en fait, on faisait à la fois des missions IRD, vie, etc. Puis après, je me suis plus spécialisée côté vie retraite. Puis j'ai pris la responsabilité de l'équipe prévoyance et santé pour le bureau de Paris. Et puis en 2014, je suis passée associée en charge du pôle IRD. Et donc là, il y avait à peu près une vingtaine de collaborateurs organisés en plusieurs équipes. Donc il y avait une équipe qui était vraiment dédiée à tout ce qui est pricing et data. Et donc là, on incluait en fait aussi la partie data science. Une équipe un peu plus dédiée à tout ce qui est reserving, audit, et une équipe un peu plus modeling and risk. L'avantage en fait de cet environnement, c'est que nos clients étaient extrêmement variés, donc on pouvait travailler pour faire des missions pour une toute petite mutuelle qui fait de l'assurance pêche en Bretagne, comme les grands groupes nationaux ou internationaux. Donc, les problématiques sont parfois, on fait un grand écart en termes de problématiques, mais moi je trouve que c'est extrêmement riche. Et les missions étaient également très variées, parce que la particularité du cabinet Adactis, c'était d'avoir une activité logicielle actuarielle à destination des actuaires, et une partie consulting avec des missions aussi très différentes en assurance, en réassurance, parfois pour des courtiers. Donc, c'était assez riche. Je pourrais y revenir s'il y a des questions. Je vais faire un tout petit focus sur la partie data science, parce que ça a été une des demandes quand on a préparé la conférence. On a tenté au cours de toutes ces dernières années plusieurs options, parce que selon moi, en fait, les actuaires sont déjà des spécialistes de l'analyse de données. Donc, se dire il va falloir se doter de spécialistes en data science n'avait pas trop de sens, mais on a tenté pas mal de choses et on s'est aperçu que quand même, il y a quelques années, ça commençait tout juste à se développer en assurance. Donc, on avait recruté un profil data scientist qui avait une expérience en industrie. On s'est dit, il y avait certaines industries qui étaient beaucoup plus avancées que les assureurs. On s'est dit, on va les prendre en fait dans un autre domaine pour voir ce que ça peut nous apporter, nous, en assurance. Et donc, ils travaillaient en collaboration avec les actuaires. Et donc, en collaboration avec les différentes équipes. Donc, autant avec les équipes de pricing, mais on a fait de la data science aussi sur du reserving, sur de la modélisation, donc, de façon assez large. La problématique côté conseil, c'est que c'est assez facile à deviner, mais il n'y a pas forcément beaucoup de données disponibles. On n'est pas un assureur, on ne collecte pas de données auprès de nos clients. Donc, on a signé des partenariats en fait avec soit des startups qui essayaient de percer dans le monde de l'assurance, et puis d'essayer de voir avec des partenaires qui avaient des données, quelle plus-value on pouvait construire et apporter aux assureurs pour faire évoluer un petit peu les pratiques, les produits. Et donc là, il y avait matière à faire. Après, tout ça demande pas mal de maturité pour faire changer la donne. Donc, c'est des choses qui évoluent au fur et à mesure. Pour avoir vu de plus en plus le côté prédictif arriver avec tout ce qui est algorithme, tout ce qui est data science, moi, je me suis dit à un moment donné, je me suis interrogée sur la place de l'humain dans cette automatisation, individualisation un petit peu des pratiques des actuaires qui allaient de plus en plus loin en fait dans ce côté prédictif.
Et du coup, j'ai voulu, moi, me mettre finalement à mon compte pour me développer sur tout ce qui est économie comportementale. Donc, c'est pour ça que j'ai créé l'année dernière ma propre structure. On en était en fait à réfléchir à des probabilités quasiment individuelles. Une probabilité individuelle, en fait, elle n'a aucun sens à titre individuel. Et donc, aujourd'hui, je me forme en fait sur tout ce qui est psychologie. Et donc, pour travailler à terme, voilà, c'est plutôt sur la gestion et la prévention des risques avec tout cet aspect comportemental, biais, prise de décision. Et donc, voilà, j'espère que c'est… en tout cas, je crois, c'est une conviction profonde que c'est quelque chose qui va être très, très important. Ce sera important autant pour les actuaires que pour l'ensemble de la chaîne d'assurance ces prochaines années. D'accord. Bah, merci beaucoup pour la présentation. Et je vais laisser la parole à Monsieur Simon Robert. Alors bonjour, je m'appelle Simon Robert, donc comme c'est inscrit, je travaille à Deloitte dans l'équipe conseil en actuariat. Moi, je suis consultant senior chez Deloitte. Ça fait bientôt 5 ans que je suis chez Deloitte, donc j'ai été directement à Deloitte après mes études. J'y ai fait mon stage avec mon mémoire d'actuariat qui va reboucler avec ce que vient de dire Anne-Charlotte. Donc, je vais vous le mentionner juste après. Et après, j'ai continué à Deloitte et j'y suis encore pour le moment. Pour refaire un petit point sur ma formation, moi j'ai une formation un peu particulière parce que j'ai commencé par faire une école de commerce. J'ai été à l'ESSEC d'abord. Et après, j'ai fait en parallèle l'ENSAE où j'ai suivi la voie actuariat. Ce qui a mené la voie actuariat, moi j'avais vraiment choisi l'actuariat pour faire quelque chose de, sans surprise, plus concret que ce qu'on apprend en école de commerce. On va pas se dire que ça reste, et c'est la vérité. Donc, moi, la voie actuariat m'a toujours plu. Et après, du coup, j'ai voulu me diriger vers le conseil pour un peu toutes les raisons que vient de mentionner Anne-Charlotte, soit la diversité des clients, la diversité des sujets et des missions. Et donc, du coup, je suis arrivé pour faire mon mémoire. Donc, comme je vous l'ai dit, ça recoupe avec ce que Anne-Charlotte parce que j'ai travaillé, moi, sur les biais cognitifs, donc également sur les sciences comportementales, mais sur comment la décision de l'actuaire est influée par des biais cognitifs, comment les mises en situation font que la décision de l'actuaire est influencée, et que l'actuaire a son jugement d'expert, mais est-ce que le jugement d'expert est si expert que ça, ou est-ce qu'il est biaisé? Donc, un sujet que je trouve également tout à fait passionnant. Et suite à ça, du coup, j'ai continué à Deloitte. Donc maintenant, je suis consultant senior, ce qui, pour vous dire un peu, je ne sais pas si vous voyez bien un peu comment fonctionnent les hiérarchies. En conseil, c'est quelque chose de très hiérarchisé. Donc, on est consultant junior, consultant senior, manager, etc. Au fur et à mesure des années qui passent et de l'expérience, on prend de plus en plus de responsabilités en termes de management de la mission, de management de l'équipe et management de la relation avec le client. Donc, c'est sur ces 3 aspects-là qu'on gagne en compétences. Moi, j'ai fait aussi bien des missions en vie, en prévoyance, en santé et en non-vie. Bon, de plus en plus, je me spécialise en non-vie, donc c'est pour ça que j'interviens dans ce cadre de panel, mais je peux tout à fait discuter des autres sujets. Oui, peut-être pour vous présenter, parce que c'est vrai que quand j'ai pu faire des entretiens et des forums les années précédentes, on me demandait des fois en quoi consistait le conseil concrètement. C'est vrai que nous, ça nous semble évident, mais des fois, quand on est étudiant, ça ne semble pas forcément évident. Pour vous dire, du coup, un conseil, quand on fait vraiment du conseil, du consulting, la problématique souvent, c'est que le client a une problématique, soit un manque de ressources pour faire son activité habituelle, soit il a une problématique auquel il n'a pas le temps de réponse ou qu'il veut développer. Du coup, il fait appel à quelqu'un d'externe qui est souvent expert au sujet, ou tout du moins qui a des personnes expertes du sujet dans son équipe, pour l'aider à développer le sujet, à lui amener des nouvelles réflexions, à amener aussi des réflexions de quel est l'état du marché vis-à-vis de ce sujet, pour après répondre et lui l'implémenter dans sa propre activité. C'est le conseil. Et en termes de sujets principaux sur lesquels j'ai travaillé, pour vous situer, j'ai travaillé évidemment sur Solvabilité 2. C'est vrai qu'on travaille beaucoup sur des sujets normatifs. Donc, Solvabilité 2 au début et encore aujourd'hui, ça continue. Par exemple, j'ai pu travailler sur un modèle interne partiel chez un assureur, donc en non-vie, sur des travaux de fonctions actuelles, vous voyez, qui se rapportent aux fonctions clés de Solvabilité 2. Mais beaucoup d'émissions que j'ai faites qui sont un peu le cœur de notre métier en ce moment. C'est un cas de l'autre, on travaille beaucoup pour des grands groupes qui ont du coup la grande problématique en ce moment qui est la norme IFRS 17, qu'on a pu vous mentionner en cours.
Je pourrais vous en reparler si vous voulez très rapidement, parce que c'est une norme très complexe, donc je ne vais pas beaucoup insister sur le détail, mais qui est donc une norme comptable pour les grands groupes. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et comme c'est une norme qui impacte tout le processus d'un assureur, j'ai pu travailler là-dessus aussi bien pour revoir la méthodologie, comprendre la norme, que pour faire de la gestion de projet, que pour faire les modifications demandées par le modèle, vérifier que le modèle fait bien ce qu'on veut, étudier les impacts de la norme sur les résultats de l'entreprise, son compte de résultats, son bilan, ses indicateurs financiers. Donc, avec un seul projet, on peut voir beaucoup de sujets en lui-même, même si la problématique du client à la base est la même, ça peut couvrir beaucoup de sujets. Et également, on tient de manière plus marginale, nous, au sein de notre équipe, en conseil, des fois, il y a les parties conseil et la partie audit. Chez nous, la partie audit est assez maigre, donc moi, je ne pourrais pas beaucoup vous en parler parce que j'en ai très peu fait. Mais chez d'autres cabinets de conseil, c'est quelque chose de plus large. Donc, c'est aussi une part de l'activité quand on travaille dans un cabinet comme les Big Four, Deloitte, EY, KPMG, Price, Mazars, etc. Donc voilà pour moi. Merci pour la présentation. Et maintenant, on va passer à Monsieur Adel Messoussi. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on vous Alors, entend. bonsoir tout le monde. Donc, pour ma part, j'ai aussi été diplômé de l'ENSEI, donc filière actuariat. J'ai fait mon mémoire sur les méthodes d'approximation des réductions donc du capital économique. Donc, le but du mémoire, c'était de travailler sur des méthodes dites de machine learning, d'apprentissage statistique pour essayer de pallier au problème de temps de calcul et d'avoir en fait une prise de décision confiante vis-à-vis du calcul du SR. Donc, à la suite de mon mémoire, j'ai intégré la Société Générale, donc côté bancaire. Donc, j'ai préféré commencer d'abord en bancaire sur des problématiques de modélisation. Donc, j'étais dans une direction des risques. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est tout à fait possible d'avoir son titre d'actuaire et de travailler en banque. Donc, au sein de cette équipe, c'est une équipe de recherche où on développait des méthodologies pour le risque de crédit, donc prise en compte des matrices de migration dans le cas où elles ne sont pas markoviennes, développement du risque opérationnel. Donc là, ça faisait appel à tout ce qui était des choses que vous avez vues, que vous verrez durant votre Master 2, donc tout ce qui est théorie des copules, méthode de Monte-Carlo. Il y avait pas mal de programmation. Et enfin, il y avait une dernière partie de ces missions-là qui était sur le développement d'outils de data science au sein de la banque. Donc, au sein de notre équipe, on était chargé de développer des outils à la fois en supervisé et non supervisé pour les autres entités. Donc, par exemple, on avait le trading qui pouvait nous appeler pour nous dire qu'il voulait lancer un nouveau produit financier, sauf que comme c'est un produit qui était créé en interne, il n'y avait pas a priori la quantification du risque sous-jacent. Donc ça, c'était les problématiques de me dire, bon, bah, si on a un produit qu'on veut créer, comment on pourrait le classifier par rapport à d'autres produits qu'on a déjà en portefeuille pour essayer de connaître vraiment le risque de ce produit, savoir si c'est rentable de le lancer ou pas. Donc, à la suite de ces 2 ans à la Société Générale, j'ai intégré la CPR. Donc là, c'est plutôt côté régulation. Donc, juste pour vous expliquer un peu le fonctionnement de la CPR, on est divisé en brigades. Donc, chaque brigade va être affectée à un assureur donné. Donc, on aura une brigade qui sera chargée de contrôler AXA. Et il y aura la brigade qui va s'occuper de Generali, des instituts de prévoyance, de mutuelles. Et au milieu de tout ça, il y a l'équipe dans laquelle je suis, qui est la cellule modèle interne. Donc, c'est une cellule quantitative où nous, on n'intervient que sur les modèles internes des assureurs. Donc, on va venir contrôler l'ensemble de leurs risques. Donc, c'est aussi de la modélisation, c'est aussi ce que je trouve intéressant par rapport à mon ancien poste. Mais il y a aussi une composante où, en fait, on voit vraiment tout ce que les assureurs font. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble des modèles qui sont utilisés, de comprendre, en fait, les forces d'un assureur et les faiblesses d'un autre, et vraiment d'avoir une vision d'ensemble. On a aussi une mission transverse qui va être la participation à des différents groupes de travail à l'EIOPA, donc pour influer sur la réglementation. Donc, pour ceux qui ont suivi, il y a eu cette année la revue 2020 de Solvabilité 2, donc qui avait pour but en fait de simplifier un peu les méthodes de calcul. Et donc on a fait partie de ce groupe de travail pour essayer de prendre en compte et de simplifier la méthodologie tout en ayant en fait une prise en compte du risque qui soit satisfaisante. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on fait à la CPR, mais c'est assez intéressant parce que vous avez à la fois la partie quantitative où vous pourrez vraiment rentrer dans les modèles, mais aussi la partie un peu au-dessus qui va être la gouvernance, l'interaction, les enjeux politiques aussi. Il y a beaucoup de travaux qui se font avec les autres régulateurs européens. Donc, c'est aussi quelque chose que je trouve intéressant par rapport à ce que je faisais avant. Donc, si jamais vous avez des questions sur ce qu'on peut faire d'autre à la CPR, sur les missions, sur les évolutions, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. D'accord. Merci Adèle. Et donc maintenant, on va passer à Madame Marie-Catherine Sarogi.
pas si elle nous entend. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Oui, je ne suis pas en mute, ça marche tout de suite mieux, hein, c'est fou, hein. Oui, alors moi, je travaille depuis pas mal de temps. Je suis ingénieure au départ et je ne connaissais même pas l'actuariat. Quand j'ai fait mes études d'ingénieur, j'ai découvert l'actuariat parce que je suis entrée dans l'assurance, au départ l'assurance vie, pendant 3 ans. Et puis ensuite, j'ai basculé dans la non-vie et puis j'ai pas changé en fait depuis. Donc, j'ai fait plusieurs compagnies d'assurance, AXA, HSBC Assurance et puis la Coface en assurance crédit. Et puis plusieurs cabinets de conseil aussi, donc notamment Towers Watson, Adactis et puis plus récemment Optimine. Et maintenant, je suis à la BNP chez Cardiff IARD où je suis DGA en charge du pilotage économique. Donc voilà, en fait, j'ai fait des choses très variées. Tout ça pour vous dire que quand on est actuaire, il y a pas mal de possibilités. Alors, il y a tout ce qui concerne les travaux classiques, on va dire, tout ce qui tourne autour de la tarification, mais qui va beaucoup plus loin potentiellement que la tarification, parce qu'on travaille aussi sur la création des garanties, des réflexions sur les évolutions du marché, les nouveaux besoins qui peuvent apparaître avec les nouveaux modes de consommation, l'ubérisation, etc. Donc, un actuaire ne se contente pas de faire des tarifs, il doit aussi s'intéresser à ce qui va vendre et qu'est-ce qui va plaire et comment faire pour à la fois attirer des clients, mais en même temps que ce soit rentable. Donc, tout ce qui tourne autour de l'inventaire, des calculs de provision, et de la réassurance avec des évolutions qui sont assez importantes. On en a parlé précédemment, notamment avec IFRS 17, où les actuaires sont beaucoup plus impliqués dans la comptabilité qu'ils pouvaient l'être avant. Et puis, avec l'ensemble des calculs d'optimisation du capital, enfin des besoins en capital autour de Solvabilité 2, les modèles de projection liés à l'ORSA où on doit prendre en compte les évolutions des besoins en fonds propres, etc. Donc, des choses assez variées. Ça, c'est plutôt côté inventaire et risque. La réassurance qui est aussi, où il y a aussi pas mal de sujets intéressants. Donc, il y a tout ce qui tourne autour de la tarification, sachant que la tarification en réassurance, ça n'a rien à voir avec la tarification des risques en affaires directes. La tarification en réassurance, elle est beaucoup basée sur la consommation de capital, ce qui peut être le cas de grands risques en assurance, mais ce qui n'est pas le cas de risques sur des risques de particuliers. Et puis, après, on peut aussi, quand on est actuaire, étendre son champ d'action à des choses qui sont un petit peu moins directement liées à l'actuariat et aller plus vers la gestion des risques, aller plus loin dans le marketing, plus loin dans la gestion de projet. Enfin, c'est assez varié. Donc, il y a pas mal de possibilités différentes et au long d'une carrière, vous avez quand même intérêt aussi à faire des choses un peu différentes, à étendre votre champ d'action. Ça vous permet de découvrir des nouvelles choses et ça permet aussi d'étoffer votre CV au fur et à mesure. Et puis, un autre point, je pense, qui est important actuellement, c'est la montée de l'exploitation de la data science. Alors, c'est particulièrement vrai en assurance non-vie. On a encore actuellement beaucoup de modèles, entre guillemets, traditionnels qui sont utilisés, mais on voit bien qu'il y a une évolution assez rapide vers l'exploitation de la data science. Et je pense pour des gens qui entrent sur le marché, c'est quelque chose où on n'a pas forcément besoin d'être un expert, mais sur lequel de plus en plus, il va falloir avoir des compétences et être en mesure de développer des modèles en Python ou autre et de suivre l'innovation dans l'exploitation de la donnée. Voilà, c'est un peu, je dirais, les choses qui sont possibles de faire. Donc après, si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas. S'il y a des sujets que vous souhaitez que je développe un peu plus, n'hésitez pas. Alors peut-être entre conseil et compagnie, pour avoir pratiqué les deux. Alors c'est vrai que ce qui a été dit sur le conseil, c'est tout à fait vrai. Il y a une dynamique qui est intéressante, on fait plein de choses différentes.
Parfois, le côté un peu frustrant, c'est qu'on n'accompagne pas un projet de bout en bout et on n'a pas forcément tous les tenants et aboutissants. Donc, la compagnie, l'inconvénient, c'est souvent plus de lourdeur, moins d'agilité, faut être honnête, même, sauf si on est dans une start-up, mais en dehors des start-up, il y a moins d'agilité parce que pour faire bouger une assez grosse entreprise, c'est tout de suite plus compliqué. Par contre, on peut être au sein d'un gros projet et approfondir les sujets et aller, et avoir le temps de bien les creuser et d'aller jusqu'au bout du projet. Donc c'est, je dirais les 2 sont très intéressants. Après, il y a une question d'appétence et puis en termes, je dirais, de qualité de vie et de stress, honnêtement, ça peut être équivalent, ça dépend énormément des entreprises. Donc il n'y a pas forcément le conseil qui est beaucoup plus dur que la vie en entreprise. Il y a certaines entreprises où c'est pas si facile que ça. En conseil, ce qui est sûr, c'est qu'on a des délais à respecter très stricts, des exigences de clients qui peuvent être assez fortes et potentiellement des critiques aussi un peu plus virulentes. Cela dit, en entreprise, on a aussi très souvent des délais à respecter parce que, bah, il y a des contraintes d'arrêter des comptes, il y a des contraintes informatiques, il y a tout un tas de choses qui font qu'il faut aussi entrer dans un certain cadre et donc c'est un peu équivalent. Les 2 peuvent être très intéressants. Je pense il faut un petit peu si vous avez l'occasion en stage de tester un peu les 2, ça peut être utile. D'accord, bah, merci pour cette présentation et ces informations. Donc maintenant, Alors juste, passer, pardon, il y a oui? une question sur la data science. Qu'en est-il du rôle d'un acteur data scientist en IARD? Je souhaite avoir une meilleure idée de ses missions et de ses responsabilités. Alors, je dirais les data scientists en IARD, ils travaillent en fait, essayer de, comment on va dire, de trouver ce qu'on appelle les signaux faibles, que vous avez peut-être dû voir en cours, c'est d'arriver à expliquer des choses qui ne sont pas expliquées par des modèles traditionnels de GLM ou autres, notamment parce que ça concerne que certaines poches de la population, ou parce qu'il y a des corrélations qui ne sont pas des corrélations linéaires et les modèles classiques ne s'adaptent pas, etc. Et donc, c'est soit sur la tarification, comment affiner les tarifs pour améliorer la rentabilité, donc tarification, rentabilité, et donc en utilisant les différents modèles de data science qui peuvent exister, soit augmenter les taux de transformation, c'est-à-dire comment passer d'un devis à un contrat, c'est-à-dire une fois qu'on sollicite quelqu'un, notamment pour le digital, comment faire pour qu'on arrive mieux à concrétiser la vente, soit réduire les taux de résiliation. Donc en fait, c'est toujours un peu la même chose, c'est essayer de comprendre quels sont les éléments qui font que les gens vont résilier ou vont acheter ou vont avoir un sinistre. Et derrière, on cherche des modèles qui permettent d'expliquer. Donc ça, c'est la variable à expliquer. On cherche des modèles qui permettent d'expliquer cette variable. Et donc, les modèles de data science permettent d'aller chercher des choses qu'on n'avait pas vues avant. Et par ailleurs, on a aussi accès à de nouvelles données, on va dire, des données externes qu'on arrive à récupérer qu'on n'avait pas forcément avant non plus et qui permettent aussi d'enrichir l'explication des différents phénomènes qu'on est amené à observer. D'accord. Alors, une autre question sur les outils de modélisation. Sont-ils d'accord pour dire que Python est bien supérieur à R et qu'il est donc fort probable que les modèles traditionnels soient refaits, voire améliorés sur Python? Alors, Python est plus utilisé en entreprise que R, effectivement, pour des raisons aussi de sécurité, de contrôle des codes, etc., je pense, hein, mais honnêtement, je ne pourrais pas vous dire exactement pourquoi, mais en tout cas, c'est plus utilisé, ça c'est sûr. Et c'est plus l'avenir d'un point de vue métier, je pense, hein. Et effectivement, je pense qu'il y a un certain nombre de modèles qui vont être refaits sur Python. Alors aussi, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que ça coûte d'avoir différents outils.
Assez souvent, les entreprises ont des licences sur des outils qui utilisent Python, mais ne font pas forcément de la programmation directement en Python. Enfin, ils programment en Python, mais par le biais d'outils où il faut payer des licences. Quand on travaille sous SAS, c'est pareil, il faut payer des licences, etc. Tous les outils sont relativement coûteux. Et donc, du coup, en général, les entreprises cherchent à limiter le nombre de licences à payer et donc et puis aussi avoir un outil commun pour tout le monde pour quand quelqu'un s'en va, que quelqu'un d'autre puisse reprendre facilement ses codes. Donc, on ne peut pas avoir un qui travaille sous Python, l'autre sous R, l'autre sous MATLAB, etc. Parce que le jour où la personne s'en va, ça pose un problème. Donc, il y a une certaine uniformisation au sein des entreprises. Et effectivement, c'est plutôt vers Python que ça s'oriente. Bon, après, c'est lent, hein. Pour l'instant, on est encore beaucoup sur SAS, etc. Mais progressivement, c'est clairement vers ça que ça s'oriente. Ok, donc je vais reprendre la parole à l'instant. Donc, Oui, allez-y. ouais. Donc, il y a une question pour Anne-Charlotte. Donc, pourquoi avoir décidé de créer sa propre entreprise? Alors, c'est suite à mon parcours, mais ça va être très personnel. Je voulais pouvoir avoir le temps de faire une formation complémentaire sur la partie psychologie pour essayer, mon objectif idéal, vraiment, si j'arrivais à faire ça, ce serait de faire le lien entre l'actuariat et la psychologie. Et plutôt pour m'orienter vers la recherche à terme. Donc, je continue à faire des missions de conseil, mais j'aimerais bien développer la partie recherche. Et donc, c'était plus le côté voilà, innovation qui m'intéressait. Donc, c'est plus souple avec ma propre structure. D'accord. Maintenant, une question pour Adèle. Donc, travaillez-vous toujours au siège des compagnies pour vos contrôles? Et comment se réalise un contrôle des modèles? Alors, pour répondre à cette question, en fait, nous, à la cellule modèle interne, on n'est pas tout le temps au siège des compagnies. On peut être amené les voir, notamment pour les réunions de lancement. Donc, pour expliquer comment une mission se passe, il y a un programme d'enquête. Donc, la compagnie vient vient voir la CPR en demandant, par exemple, de faire un changement de modèle sur la structure d'agrégation, sur les risques émergents. Il y a ensuite la mission qui est allouée au travers des différentes équipes. Donc, il y a un programme, comme je disais, ça s'appelle le programme d'enquête. Ensuite, on prend contact avec l'entreprise. C'est une mission qui est censée durer 3 mois entre ce qu'on appelle la réunion de lancement, donc avec un dirigeant effectif, il faut expliquer exactement ce qu'on va revoir comme module, les attentes de la mission. Et après, il y a une mission qui va se faire, une autre réunion qui va se faire à plus de 3 mois pour présenter les différents constats. Alors, à proprement parler, on va commencer la mission, donc on va faire des réunions, oui, sur place pour rencontrer les équipes et avoir une présentation de leurs différents modèles, parce qu'ils vont nous présenter un changement de modèle, donc on aimerait bien comprendre le risque sous-jacent. On va demander certaines études d'analyse, on va poser des questions, on va refaire des études de notre côté, c'est ça que je trouve aussi intéressant, de pouvoir challenger l'ensemble des modèles. Et à la fin de la mission, on va pouvoir faire une restitution en disant si oui ou non, on accepte ou pas le changement de modèle. Et si on ne l'accepte pas, généralement, il y a des remédiations qui sont demandées et que l'entité s'engage à faire sur plusieurs mois ou plusieurs années. Donc ça, c'est pour répondre un peu au déroulement d'une mission. D'accord. Et toujours pour vous, donc avez-vous préparé des outils de reporting à la CPR pour suivre l'implémentation de la norme IFRS 17 sur le marché français? Alors, en ce qui concerne mon équipe, je ne pourrais pas répondre parce qu'on n'est pas sur les sujets IFRS 17. Je sais qu'il y a d'autres entités en interne, d'autres équipes en interne qui travaillent dessus. Je ne pourrais pas vous répondre exactement, mais je pense que oui, j'ai vu des formations passer sur IFRS 17, donc c'est un sujet que la CPR aussi suit de près pour être sûr que ce qui va être implémenté par les compagnies, notamment par les boîtes de conseil au sein des compagnies, soit vraiment conforme avec la compréhension de la norme IFRS 17. Donc, ça doit exister en interne. Après, je ne les ai pas vus, donc je pourrais pas m'engager dessus. D'accord. Donc, une question un peu plus générale. Donc, là, tout le monde peut répondre, hein. Est-ce facile de passer de la vie à la non-vie après, par exemple, 3 ou 4 ans dans un secteur ou l'autre? Moi, je vais répondre pour moi-même. Je n'ai pas trouvé que c'était si facile. Enfin, il faut un peu désapprendre et réapprendre ses réflexes. La vie, on est vraiment, on projette à très long terme. On utilise beaucoup de probas. On a peu de données.
Et puis, les indicateurs, en fait, avec lesquels on a l'habitude de travailler, ne sont pas forcément les mêmes. Les interlocuteurs ne sont pas les mêmes. Enfin, voilà, il y a une grosse... c'est assez différent. Mais quand on est curieux et voilà, quand on a envie, quand on a le goût d'apprendre, j'ai trouvé que c'était très intéressant de voir les deux parties. Je ne dirais pas que c'est facile, mais que c'est très intéressant. Ok. Il y avait aussi une autre question donc, pour Adèle. Donc, quelles ont été vos missions en tant qu'analyste de risque? Donc, j'imagine en banque. Alors, à la Société Générale, j'étais analyste quantitatif plutôt qu'analyste risque. Donc, en fait, comme j'expliquais, moi, j'étais dans une direction donc, où mon équipe, on faisait de la recherche. Donc, on était sur 3 missions principales. Donc, la première, c'était le risque de crédit. Ensuite, on avait du risque opérationnel, donc j'étais en charge. Et ensuite, des missions de data science. Donc, sur la partie risque de crédit, en fait, il faut savoir que le risque de crédit en banque, en tout cas, c'est le risque le plus important, en tout cas à la Société Générale, mais de manière globale, le risque le plus important. Donc, on avait un besoin d'avoir une modélisation qui soit la plus fine possible pour pouvoir provisionner au mieux. Donc, c'est exactement comme on fait en assurance, on veut provisionner le risque. Et donc, il y avait des recommandations à l'époque qui avaient été mises par la BCE pour, comme je disais, quand on parlait des matrices de migration, qui supposait que les matrices étaient markoviennes, alors que ce n'était pas le cas. Donc ça, c'était la première mission que j'avais faite, c'était regarder ce qui se faisait dans l'état de l'art, implémenter des nouvelles méthodes pour pallier à cette non-homogénéité des matrices et les implémenter. Donc après, une fois que les outils étaient implémentés, il y avait aussi une formation aux équipes, parce que nous, on développait vraiment les outils, on était la fonction centrale, qui ensuite était utilisée par l'ensemble des entités qui modélisaient du risque de crédit. Après, sur le risque opérationnel, c'est aussi un risque que vous verrez en assurance. Donc, c'était le modèle interne. Donc, on était en charge du modèle interne, donc du développement du modèle interne. Et par exemple, en 2018, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une nouvelle réglementation qui a été passée pour interdire l'utilisation des copules gaussiennes pour la modélisation du risque opérationnel. Donc, à cet effet, on a fait pas mal de R&D, on a implémenté pas mal de choses pour changer la copule, tout en ayant ce que le régulateur demandait à l'époque, qui était de bien prendre en compte les dépendances dans les queues de distribution. Mais il y a aussi un arbitrage à faire, c'est d'un côté, plus on met de dépendances en queue de distribution, plus ça coûte cher à la banque, parce que c'est du capital qu'elle doit immobiliser et du capital que la banque immobilise. C'est du capital qui n'est pas utilisé pour, on va dire, pour placer sur des projets qui pourraient générer du rendement. Donc il y avait à la fois la partie R&D pure, mais avec une vision aussi métier. Et comme je le disais, il y avait la partie data science, où le but, c'était vraiment de développer cette culture data au sein de la banque. Et on était en charge de développer des outils pour les risques. Donc, c'est des outils qui ensuite étaient mis en production. Donc, ça se passait comment? Donc, on avait un projet qu'on développait sur 3 mois avec une équipe. Si le projet était concluant, on le mettait en production et ensuite, l'outil était utilisé par les métiers. Typiquement, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait bossé sur, comme je disais, le clustering de produits dérivés. Donc, on était sur des produits dérivés. Donc, on avait aussi des FX, des produits de change. Et le but pour la salle de marché, c'était de mieux suivre ces risques et de savoir comment on pouvait regrouper de manière intelligente l'ensemble des risques. Donc, à nouveau, c'était pas mal de recherches à faire dessus en interne, donc au sein de l'équipe, pour ensuite pouvoir coder l'outil de manière la plus efficace possible, parce que ce que le métier voulait, in fine, c'était d'avoir un outil clé en main, importer son fichier Excel et de pouvoir ensuite gérer l'ensemble de ces risques sans avoir à se plonger dans le code. Donc, c'était vraiment les 3 grosses missions qu'on avait. D'accord. Donc, à présent, donc, une question pour Simon. Donc, voyez-vous beaucoup de perspectives en conseil donc, pour les jeunes diplômés cette année, notamment dans le contexte du Covid? Comment ça se passe un peu par rapport à ça? En tout cas, bon, je parle pour Deloitte, je ne connais pas exactement tout l'état du marché, mais je sais que pour Deloitte, nous, l'activité a été globalement stable, même en contexte Covid. Les clients se sont plutôt vite adaptés, les missions, projets se sont poursuivis. Et donc, on a prévu pour l'année prochaine, on a déjà prévu pas mal de stagiaires dans une perspective de les embaucher et même on a déjà, je sais, fait passer des entretiens pour des embauches pour septembre prochain. Donc, nous, le processus n'a pas été impacté par le Covid. Alors, après l'intégration des nouveaux entrants dans un contexte Covid, c'est un peu plus particulier, de fait. C'est pas la même dynamique que quand on rentre dans une équipe, on voit facilement les personnes et tout ça. Mais on s'est adapté. Il y a des gens qui sont arrivés au fur et à mesure du Covid. On arrive quand même à les voir et essayer au fur et à mesure de faire des événements avec eux pour les intégrer. Mais pas de blocage des recrutements, en tout cas dans le contexte Covid du tout. Donc, il y a tout à fait des perspectives dans le conseil, même en contexte Covid. Ok.
Donc à présent, donc une question un peu plus générale. Donc pensez-vous que l'intelligence artificielle, pardon, puisse remplacer les actuaires? Alors, je vais peut-être répondre. Je dirais, en fait, les actuaires, ils ont le gros avantage d'avoir des cours sur l'assurance et de connaître l'assurance. Et quand on prend quelqu'un qui a une formation exclusivement de data scientist, il y a aussi un gros travail de formation à faire sur ces sujets-là. Donc, je pense que ça ne va pas forcément remplacer. Je pense que c'est utile pour un actuaire, en tout cas en assurance non-vie. C'est peut-être un petit peu moins vrai en prévoyance et en vie. Mais en tout cas, c'est utile pour un actuaire de s'intéresser à la data science. Comme c'est comme des cours de stats qu'il y avait par le passé. C'est important, je pense, d'avoir des connaissances de data science et de savoir mettre en place certains modèles. Et après, on n'a pas besoin d'être expert dès le départ, on peut aussi le devenir au fur et à mesure. On continue à se former quand on travaille, heureusement, on n'arrête pas sa formation juste à la sortie d'école. Mais voilà, donc je ne pense pas, non, un remplacement, non, je ne pense pas. Mais ça n'engage que moi, peut-être que, je sais pas, Anne-Charlotte, tu veux peut-être dire ton avis, non? Moi, oui, je suis sûre que ça ne remplacera pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que le métier, il évolue et il va continuer à évoluer. Mais si j'ai décidé de me lancer dans ce que je fais aujourd'hui, c'est bien parce que je pense que l'actuaire a toute sa place avec l'ensemble de la formation qu'il a. On n'est pas juste des boîtes à calculer. Voilà. C'est vrai qu'il y a toute une partie compréhension des résultats, explication du résultat qui sont encore difficiles d'être remplacés par l'IA. D'accord. Donc une question maintenant pour Adèle. Donc, étant donné que vous avez travaillé dans un milieu plus financier donc, que l'assurance, quelles sont les possibilités de carrière d'un actuaire dans un domaine purement financier? Bah, pour moi, l'actuaire peut évoluer dans tous les domaines financiers. Vous pouvez si bien faire du risque que de la gestion d'actifs. J'ai des amis qui sont en gestion d'actifs, donc ce n'est pas un problème. Après, j'ai envie de vous dire, ça dépend à nouveau de vous. Enfin, et de manière plus générale, si vous êtes curieux, si vous êtes bon techniquement, il n'y a pas de frontière entre la banque, l'assurance, entre les différents milieux d'assurance. Après, aujourd'hui, tout ce qui va être métier de salle de marché, c'est beaucoup plus compliqué avec les coupes que les banques sont en train de faire. Donc, je vous dirais, c'est pas vers là où il faut se diriger, mais il n'y a aucun problème pour moi, pour un actuaire, à travailler dans n'importe quel domaine de la banque. D'accord. Donc une question pour Anne-Charlotte. Aurez-vous un exemple d'aspect psychologique intéressant et intégrable au modèle? La question est assez vaste. On est tous faits de. Enfin, il y a eu pas mal de recherches. On sait qu'un modèle est forcément faux, par nature, en fait. C'est juste une aide à la prise de décision. Un modèle, on rentre des hypothèses dedans. Donc on peut challenger les hypothèses. On peut challenger la façon dont c'est modélisé. Et puis après, les résultats, on peut s'interroger justement sur les résultats. Donc, quelque part, l'humain intervient à pas mal de niveaux. Et sur l'utilisation de ce qu'on fait du modèle et de la décision qu'on prend, elle va être liée aussi à la façon dont on perçoit les risques ou la façon dont on pilote. Il y a une étude qui était intéressante, qui a été faite, qui était de poser la question à différentes personnes en leur donnant des termes, donc probables, très probables, et de leur demander de placer ça en fait sur une échelle de 0 à 1, une échelle de probabilité. Et donc, il y a des personnes très probables qui placent ça à 90%, et d'autres qui disent 3 chances sur 4, c'est très probable, qui passent ça à 75%. C'est pour vous montrer en fait le biais, ne serait-ce que sur des probabilités, pour des termes qui sont très génériques, les visions peuvent être très différentes. Si je peux compléter, moi, dans le cas de mon mémoire, par exemple, pour vous donner un exemple, j'avais fait pas mal d'analyses sur Chainalysis sur des méthodes très simples. Et par exemple, je donnais à une même personne les mêmes données sans qu'elle s'en rende compte, évidemment, et juste en lui changeant la consigne, en lui demandant de faire une revue d'une estimation ou de lui faire une estimation indépendante. Rien qu'en changeant la consigne, on va avoir une interprétation des données qui est différente.
et une mise en place de la méthode qui est complètement différente et du coup des résultats qui peuvent varier de 30-40% juste en changeant la consigne, vous voyez, juste en expliquant la donnée ou en expliquant ce qu'on demande à la personne. Donc, ça, ok. Donc, est-ce que vous auriez des conseils si l'on souhaite compléter sa formation? Donc, j'imagine une formation d'actuariat. Comment on pourrait compléter une formation d'actuariat? Tout est utile, hein, j'ai envie de dire. Non, Ouais, mais c'est difficile. Je pense que le point qu'il faut bien voir quand on est actuaire, excusez-moi, peut-être Oui. je suis là, c'est couper la parole à personne. Ah, C'est qu'il ne faut pas être juste une personne de chiffres. C'est ce que disait Anne-Charlotte et Simon à l'instant. C'est clairement pas. Il faut avoir une vision assez globale de l'entreprise, de pourquoi on fait le modèle, à quoi il va servir, de connaître le business, de rencontrer des commerciaux, de rencontrer des gestionnaires de sinistres, etc. Enfin, des gestionnaires d'une manière générale, de connaître un peu les problématiques informatiques, etc. Donc, c'est important d'avoir une vision assez globale de l'entreprise. Donc après, en termes, alors est-ce qu'il faut faire une formation pour ça ou est-ce qu'il faut juste être ouvert d'esprit? Donc du coup, des formations, pourrait être une année d'école de commerce, ça pourrait être, je ne sais pas, des choses, une année d'autres choses, on va dire, si vous voulez vraiment faire une formation, mais qui ouvre l'esprit à d'autres choses que la partie purement calculatoire. Et ça, c'est indispensable. Au début de carrière, ce n'est pas très important. Mais plus on avance, plus c'est important d'avoir de l'ouverture d'esprit. oui, il y avait une question qui était intéressante dans le chat, qui était les soft skills nécessaires pour les actuaires. Si je devais en citer qu'une seule, que je mettrais dans le top, ce serait la curiosité. Je pense que voilà, être curieux, avoir envie de comprendre au-delà ce qu'on va demander à l'actuaire, on disait à l'instant, c'est vraiment de comprendre. Et donc, la curiosité pour comprendre pourquoi c'est donné, dans quel contexte, quels sont les produits sous-jacents, enfin, aller voir à quoi ressemblent des conditions générales d'un produit d'assurance, ce ne sera jamais inutile. Essayer de comprendre les différences entre une compagnie et une mutuelle. Enfin, il y a énormément de choses en fait dans tout cet environnement. Alors, je parle de l'assurance parce que je connais bien l'assurance, mais globalement dans l'environnement professionnel, c'est d'essayer d'être curieux, évidemment, pour comprendre. Et donc, ce qui était proposé, aller voir à quoi ressemble un Kaggle, oui, très bien. Tout est bon à prendre, je pense. Et pour compléter, je pense aussi un soft skill important, c'est bien réussir à comprendre, mais aussi à faire comprendre aux autres. Parce que souvent, on est des acteurs, on est des experts, et du coup, on va travailler avec d'autres métiers qui n'ont pas le vocabulaire, ne connaissent pas forcément les méthodes. Ça, c'est un soft skill très important qu'on n'a pas forcément au début, mais qu'on développe au fur et à mesure. Réussir à expliquer ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait et comment on l'a fait, et quel résultat, par exemple, un analyse financier ou quelqu'un qui est de l'informatique, qui n'a pas suivi une formation d'actuariat, mais qui a besoin de comprendre ce qu'on a cherché à faire. Ok. Donc, une autre question. Donc, est-il indispensable d'avoir suivi sa formation dans une école d'actuariat pour devenir actuaire? Et est-ce qu'il est possible de se former en entreprise? Le titre d'actuaire, en fait, il n'est pas protégé pour le moment, donc quelque part, n'importe qui peut se dire actuaire. En revanche, il y a pas mal de formations d'actuariat qui ne sont pas reconnues aujourd'hui par l'Institut des actuaires, mais qui délivrent aussi des compétences d'actuaire qui sont très, très bonnes. Et puis, il est aussi possible de demander à faire une formation complémentaire en entreprise. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Que ce soit une formation d'actuaire ou que ce soit une formation type data science pour l'actuariat ou sur le risk management. D'accord. Si je peux aussi rebondir dessus, je suis d'accord avec ce que Anne-Charlotte venait de dire, parce que dans notre équipe, par exemple, on a des personnes qui suivent une formation continue pour passer le titre d'actuaire, donc ce n'est pas quelque chose qui est bloquant. C'est pas du tout bloquant. Vous allez retrouver des gens qui ont 10 ans d'expérience et qui seront peut-être meilleurs que des personnes qui ont le titre d'actuaire. Il ne faut pas juste, pour moi, s'arrêter au titre. Il y a d'autres qualités que les personnes peuvent avoir.
D'accord. Je ne sais pas si Samuel nous entend. Il y a une question je pense à laquelle il pourra répondre. Oui, Alors, Bertrand. dans quelle mesure le cursus d'actuariat de l'Institut s'adapte aux nouvelles technologies et à la data science? Alors, pour ce qui est du cursus des écoles, moi, je n'ai pas toutes les informations. Tout ce que je sais, c'est qu'au sein de l'Institut, on a, au sein de la commission innovation, on a pas mal de groupes et de clubs qui traitent de data science. On a également un institut de formation, l'IRM, qui permet aux acteurs diplômés de se former à devenir des data scientists. Et d'ailleurs, c'est une formation qui est assez courue. Voilà, donc je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Je voulais ajouter aussi sur ce qui est de la formation continue. En fait, le CNAM est une des filières reconnues de l'Institut des actuaires. Donc, ce n'est pas du tout bloquant d'avoir fait autre chose. C'est même une richesse, je dirais, d'avoir fait autre chose avant d'arriver au sein de l'Institut. J'ai répondu à la question, Alexandre? Oui, tout à Oui. fait. D'accord. Donc là, je pense que c'est toujours pour vous. Enfin, je ne sais pas vraiment. Donc, quelle est la valeur ajoutée des certifications comme CERA, CERA et Data Science pour l'actuariat? C'est pour moi ou c'est pour Je sais pas Samuel du Bertrand? tout. Je- Moi, je peux peut-être parler pour la formation CERA. Enfin, j'ai fait moi cette formation Risk Management, enfin Enterprise Risk Management, ERM, CERA, qui est proposée par l'Institut des actuaires depuis 2009. Moi, je l'ai faite en 2011. Ça forme en fait pour être directeur des risques. Il faut avoir minimum 5 années d'expérience professionnelle. Et finalement, plus on a d'expérience professionnelle et plus on profitera de cette formation. Et elle est extrêmement intéressante, enrichissante. Et derrière, ça délivre en fait un titre. L'avantage du titre CERA, c'est qu'il est reconnu sur le plan international. Donc, il y a toute une communauté en fait. CERA, c'est pour Certified Enterprise Risk Analyst. Et donc, il y a une reconnaissance internationale aussi de ce diplôme. Et puis, il est reconnu aussi sur le marché français. Et donc, après, il y a tout un réseau aussi des experts ERM, CERA en France. Pour ce qui est de la data science, en fait, ça permet d'offrir des opportunités aux actuaires qui suivent cette formation pour avoir des carrières dans la data science et l'intelligence artificielle appliquée à l'actuariat, enfin, à l'assurance et à la réassurance. Je dirais que ce sont des formations qui sont assez courues au sein des cabinets de conseil et au sein des compagnies d'assurance. Donc, ça a une grande utilité si vous souhaitez travailler dans ce domaine, si ça vous intéresse. Ok. Donc une autre question. Donc, avez-vous des conseils à donner pour les étudiants qui recherchent un stage? Moi, je dirais c'est de commencer le plus tôt possible. Confirme. En général, on commence à regarder les stagiaires quasiment en septembre-octobre pour l'été d'après. Donc, tout se fait voilà, très tôt, de plus en plus tôt. D'accord. Donc, Je ne sais pas après s'il faut compléter un petit peu. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de. Moi, je rejoins, je crois que c'est Simon qui dit ça, qu'il y a quand même pas mal de stages, je pense. Donc, il n'y a pas, faut pas que vous vous angoissiez non plus outre mesure pour le stage. Et puis, évidemment, de soigner votre CV, de montrer qu'est-ce que vous avez comme atout par rapport à d'autres, qu'est-ce qu'il y a comme élément différenciant, parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de candidatures. Donc, il faut arriver à se démarquer un petit peu des autres. Donc, ça, je dirais, ce sont des choses classiques. Et être à l'écoute des opportunités, pas hésiter à faire aussi des candidatures spontanées. Les taux de réussite, ils sont beaucoup moins bons que quand il y a une offre de stage, mais malgré tout, ça peut marcher quand même. Et puis, et effectivement, s'y prendre tôt et pas hésiter à envoyer beaucoup de candidatures, quoi. Et puis, pas attendre une réponse quand vous avez passé un entretien, attendre d'avoir la réponse pour continuer à chercher parce que des fois, en entreprise,
on manque de temps et on met du temps à répondre, pas uniquement parce qu'on ne fait pas attention, mais juste le temps qu'on voit les ressources humaines, que les choses se fassent, etc. Ça prend vite un temps assez long. Donc, tant que vous n'avez pas quelque chose de signé, vous avez intérêt à continuer à chercher, c'est plus prudent. D'accord. Il y a une question, donc je pense que c'est par rapport à l'introduction d'Anne-Charlotte. Pourquoi le produit Accident and Health est dans l'IRD et pas dans l'assurance de personnes? Oui, j'ai vu que cette question était revenue à plusieurs reprises, donc je pense que la personne veut vraiment une réponse. En fait, un produit, c'est un ensemble, c'est ce que je disais un petit peu, c'est un ensemble de garanties. On pourrait créer un produit. Je suis en train de travailler sur un produit en Asie qui mélange à la fois de l'assurance vie, de l'assurance voyage, de l'assurance prévoyance, enfin capacité, invalidité. Enfin, un produit, voilà, ça va être un ensemble de garanties avec parfois plusieurs des garanties qui peuvent être à la fois vie ou de prévoyance ou IRD. Et donc là, le produit Accident and Health, la partie Accident, ce sera de l'IRD, certainement, et la partie Health, c'est de l'assurance santé. Là, la santé, c'est toujours un petit peu... c'est classé en non-vie, mais la santé, c'est relatif à une personne, donc ça va être de l'assurance de personne. Et donc, ça veut dire que le produit en tant que tel, en fait, on ne peut pas le classer dans l'un ou l'autre. On est obligé de le ventiler, en fait, par rapport aux garanties qui vont être plus de l'IRD et plus de l'assurance de personne. Ce qui peut être très compliqué. La vision, elle est plus par rapport au risque sous-jacent. D'accord. Mais classer Ouais. certains produits d'assurance, c'est jamais forcément quelque chose d'évident pour les assureurs. Surtout les produits qui combinent en fait plusieurs types de garanties. Eh bien, donc une autre question. Donc, l'ALM est-il un centre névralgique entre la vie et la non-vie? Ouais, c'est plutôt de la vie quand même. ALMV, oui, clairement. Non-vie, moins. Il y a moins de problématiques ALM en non-vie, on est sur du risque court, il y a moins d'actifs. Ok. Donc, conseillerez-vous plutôt un cabinet de conseil ou la compagnie pour un début de carrière? Ça dépend de l'appétence de chacun, hein, vraiment. Il n'y a pas forcément un ordre, hein. C'est-à-dire qu'on peut commencer en compagnie et faire du conseil après quand on se sent un peu plus sûr de soi. Donc, ce n'est pas obligé de commencer par le conseil et ensuite de faire la compagnie. On peut faire dans les deux sens. Et après effectivement, là, c'est très personnel comme choix au départ, quoi. Mais il n'y a pas un choix qui vous engage plus qu'un autre. Donc, il faut faire comme on a envie et puis en fonction des opportunités que vous trouverez, quoi. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a une question, quelqu'un avait posé pourquoi beaucoup de combinaisons ne veulent pas embaucher les gens qui ont fait seulement du conseil. Ça, c'est pas vrai, hein, parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens qui ont fait que du conseil. Et même moi, en ce moment, il y a souvent des chasseurs de tête qui nous appellent pour nous proposer des postes en compagnie. Au contraire. Au contraire, ouais. Au contraire. Les gens aiment bien parce que souvent, les gens en conseil ont vu beaucoup de choses, ils sont assez structurés, réactifs, etc. Donc, ils cherchent au contraire. Ok. Donc, comment les actuaires anticipent les problèmes du réchauffement climatique? Est-ce qu'il y a déjà une anticipation par rapport à ça? Oui, alors c'est un sujet important, effectivement. Alors, c'est un sujet de préoccupation majeure pour les réassureurs, notamment, parce que les assureurs, eux, sont protégés pour les événements extrêmes par les réassureurs. Et par contre, effectivement, l'augmentation du nombre d'événements climatiques qui est nette, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas trop de doute sur le sujet, et l'augmentation en nombre et en ampleur est un sujet de préoccupation forte des réassureurs. Donc, il y a de la modélisation. Il y a pas mal de modélisation autour de ces sujets-là. Et puis, des enjeux aussi d'inassurabilité. Donc, ça, c'est une préoccupation importante. C'est de dire, est-ce qu'il y aurait des régions qui deviendraient inassurables, même en France, parce qu'il y aurait des inondations, par exemple, à répétition.
et donc ou des phases de sécheresse à répétition. Donc oui, c'est un sujet de préoccupation avec des recherches pour essayer de voir comment on peut en évaluer les conséquences. Alors, il y a des recherches à long terme, mais souvent, notre objectif, il est quand même court ou moyen terme. Mais déjà, à court ou moyen terme, c'est clairement un enjeu important en assurance non-vie. Ok, Il y a un groupe de travail au sein de l'Institut aussi sur le sujet climat. d'accord. Donc, quelle est la principale différence entre un data scientist et un actuaire? En quoi ils sont différents? On dirait, enfin, si c'est en formation, après, dans une entreprise, je dirais le travail, enfin, une entreprise d'assurance, hein, parce qu'un data scientist peut travailler dans d'autres secteurs. Je dirais le travail réalisé n'est pas forcément si différent que ça. Et c'est surtout les modèles développés qui sont différents. Si on parle d'un actuaire qui fait pas de data science, ils ne vont pas utiliser les mêmes outils de modélisation, ils ne vont pas réaliser les mêmes modèles. Et un data scientist va être sur certains sujets spécifiques parce que la data science est plus utilisée pour tout ce qui tourne autour des produits, même si ce n'est pas limitatif, hein, on peut faire d'autres choses, mais c'est quand même beaucoup utilisé autour des produits. Alors, je parle en assurance non-vie, hein, parce qu'en vie ou en prévoyance, ce n'est pas forcément vrai, parce qu'on peut modéliser aussi d'autres choses. Alors qu'un actuaire, il peut travailler sur ce qu'on disait, tout ce qui tourne autour de la comptabilité, d'IFRS, des modèles internes, de la réassurance, etc. Donc, c'est pas forcément si différent que ça. Je pense qu'un actuaire dans une compagnie d'assurance a plus de possibilités qu'un data scientist. Oui, c'est ça. Je pense, hein, mais... Ok, Après, pour compléter, je suis plutôt d'accord. En tout cas, pour l'avoir vu aussi côté banque et assurance, enfin, pour moi, la différence ne se fera pas entre un actuaire et un data scientist, mais elle se fera plutôt entre un actuaire et un data engineer. L'ingénieur data, c'est plutôt celui qui va mettre en place toute l'infrastructure autour des modèles. Donc, c'est quelqu'un qui aura en plus un profil IT. Mais après, avec un data scientist, j'ai envie de dire, la data science, ça reste des stats, ça reste de l'algèbre, ça reste de l'optimisation. C'est des choses qu'on voit. Donc, il y a pas mal d'engouement autour de la data science, mais la vraie différence, ce sera le data scientist qui va maîtriser tout ce qui va être l'architecture Hadoop, Spark, le calcul parallèle. C'est là où on aura une vraie différence avec un actuaire. ok. Donc, je vais vous poser deux dernières questions, puis après, je pense qu'on va s'arrêter là. Les actuaires non-vie devront-ils se munir de connaissances en cybersécurité afin de répondre aux enjeux de demain? Alors, en termes d'offres, c'est quelque chose qui se développe en termes la cybersécurité, ça joue à deux endroits dans l'assurance. Ça joue en termes de produits d'assurance vendus. Alors, pour l'instant, c'est vendu notamment aux entreprises, et donc toutes les grandes entreprises ont des assurances cyber, et c'est en train de se développer à des plus petites entreprises, et puis à terme, probablement à des particuliers. Donc, c'est un produit comme un autre, enfin, je dirais, quel que soit le produit sur lequel on travaille, il faut se former. Et ça, il n'y a pas besoin de formation forcément a priori. Si on dit on travaille sur l'assurance automobile, il va falloir mieux connaître les différents types de véhicules et le comportement des automobilistes. Habitation, c'est pareil, etc. Donc, le cyber, ça en fait partie. Et quand on se met à travailler dessus, on fait des recherches sur le sujet. Et puis après, il y a la partie cybersécurité pour protéger l'entreprise, où là, en général, ce ne sont pas des actuaires pour le coup. Mais il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances, quel que soit le produit. Quand on est débutant, on n'a pas de connaissances très poussées sur les produits. Donc au départ, il faut forcément se former, acquérir des connaissances quand on commence à travailler sur un produit. Ok. Alexandre, si je peux Ouais. intervenir, pour ceux que ça intéresse, mardi 9 mars, l'Institut organise un webinaire sur un Zoom sur le risque cyber. Les inscriptions seront ouvertes bientôt et je pense que c'est en partie destiné aux étudiants en actuariat. Donc, rendez-vous sur le site de l'Institut à ce sujet.
L'intérêt du cyber, c'est qu'il y a un potentiel de développement qui est très important parce que c'était un produit qui n'existait pas et qui a vocation à se développer considérablement. Donc, c'est vrai qu'en termes d'opportunités de travail, c'est sûr que ça va se développer. Donc, c'est effectivement bien d'aller à la conférence et de savoir de ce dont il s'agit. Après, on ne demande pas à quelqu'un d'être un expert dès le départ. Ok. Et donc pour finir, dernière question, donc toujours liée au produit. Donc pour un actuaire, faudrait-il se spécialiser sur un produit en particulier ou bien rester généraliste? Je pense que les membres ici qui font du conseil seront peut-être d'accord avec ça, mais pour moi, le point le plus intéressant, c'est d'être le plus flexible possible, ne pas rester cantonné juste à un seul secteur. Et comme le disait Anne-Charlotte, être curieux, c'est aussi une grande qualité, parce que si vous restez cantonné à un produit, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Vous risquez d'être plus en difficulté qu'une personne qui a fait du conseil, par exemple, qui aura vraiment vu beaucoup de choses, une personne qui s'intéresse vraiment à tout. Donc, je ne pense pas vraiment que le fait de se spécialiser, de devenir un expert juste sur un seul point, ce soit une compétence. Après, ça n'engage que moi. Donc, Ok. Bon, bah, très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, Merci à tous les intervenants, à tous les participants. Merci à vous. Oui, C'est bon. c'était très enrichissant. J'espère que les Merci participants ont beaucoup. apprécié. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Pareil. C'est vrai. merci. Au revoir.